Bien. Mesdames, Messieurs, il me revient le plaisir de vous accueillir dans cet espace culturel Lucien Mounex, que nous avons préféré à une salle des fêtes, parce que c'est quand même plus feutré. Je laisserai à Marie Larue, la présidente du Cibarval, le soin d'accueillir les personnalités qui sont avec nous ce soir et les maires des communes riveraines. Je serai très bref parce que je n'ai qu'à vous accueillir. Je vous dirai, puisque j'ai évoqué son nom, Lucien Mounex. Moi, je suis arrivé avec lui, ou à l'époque, en urbanisme, et je salue les anciens élus ou les élus qui ont démarré bien avant moi. À l'époque, en urbanisme, on pouvait faire non pas n'importe quoi, mais un peu mieux, du moins le maire pouvait faire ce qu'il voulait sur sa ville. On nous a donc mis après les PLU et aujourd'hui, on nous met un schéma de cohérence territoriale. Et ce que je dirais simplement, c'est que celui qui est en rapport direct avec les habitants, c'est le maire. Et c'est lui qui a besoin d'affronter toutes les législations qui sont les unes après les autres imposées et dont aujourd'hui il faut que nous arrivions, je dirais, à faire avec pour continuer à gérer cet équilibre sur le territoire. Une fois que je vous ai dit cela, je n'en dirai pas plus parce que la soirée sera longue, mais je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue en vous disant que depuis quelques mois, les élus du territoire travaillent d'arrache-pied pour que nous arrivions à sortir ce schéma de cohérence territoriale dans les meilleures conditions et pour que nous puissions enfin pouvoir délivrer les permis de construire sur le territoire tels qu'ils doivent l'être. Merci et bonne soirée à tous et à toutes. Merci, Président. Donc, merci, Président. Merci de nous accueillir dans cette jolie salle. Donc, je tiens à saluer les personnalités qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être là ce soir. Donc, Madame Sophie Panounac, qui est notre députée. Bonsoir, Madame. Mes collègues, maires, Nathalie Leyon, le maire d'Audange, Xavier Daney, maire d'Arès, Jean-Yves Rosaza, le maire d'Andernos, Manuel Martinez, le maire de Marcheprime. Philippe de Conneville n'est pas là ce soir, donc il m'a demandé de l'excuser. Nous avons également le plaisir d'accueillir François Lugat, qui est le maire du Tech, donc qui est venu ce soir également. Et puis deux anciens maires, Jean-Guy Perrière, qui était l'ancien maire d'Arès et qui était aussi le président du Cibarval, et puis Serge Baudy, qui était également maire de Marcheprime. Donc, merci à tous d'être venus ce soir. Je tiens également à saluer les élus des différentes communes que j'ai vus tout à l'heure en arrivant, et puis les présidents et présidentes des associations. J'en ai vu quelques-uns aussi ce soir. Et voilà, donc mesdames, messieurs, je vous remercie à tous de votre présence ce soir. J'ai vu également certains de nos collaborateurs institutionnels qui sont là aussi. Je salue les personnes qui nous suivent en visio, donc ils pourront poser leurs questions. Et je suis contente de voir que le SCOT quand même intéresse les habitants du territoire parce que vous êtes nombreux ce soir et c'est un témoignage d'intérêt de votre part. Et nous y sommes, nous les élus, nous sommes très sensibles. Voilà, donc ce soir, c'est la 3e réunion publique. La première a eu lieu à Arcachon, la deuxième a eu lieu au Bar, le 27 janvier dernier. Et nous avons tenu à organiser 3 réunions publiques, une par intercommunalité, de façon à permettre au plus grand nombre d'entre vous de participer à ces réunions. Donc ce soir, eh bien, vous le savez, nous sommes réunis autour du projet initié par les 17 communes du bassin, l'élaboration de ce schéma de cohérence territoriale du bassin d'Arcachon et du Val-de-l'Air. C'est un document qui est stratégique, qui est structurant pour l'ensemble donc de 17 communes. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme ? Bon, nous, on travaille dessus, c'est plus facile, mais on a tout à fait conscience que il faut beaucoup de pédagogie pour que la population, pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est ce SCOT. Alors, ce schéma de cohérence territoriale, c'est un document complexe qui articule les échelles nationales, régionales, avec les échelons intercommunaux et communaux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit traduire dans ce SCOT ? Eh bien, notre travail, en fait, c'est de traduire toutes les lois qui s'appliquent au territoire, et elles sont nombreuses. Alors, on ne va pas toutes les citer. Vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de cette loi sur le renouvellement urbain qu'on appelle la loi SRU, qui nous impose une production de 25% de logements sociaux à toutes les communes qui ont plus de 15 000 habitants, ou bien aux intercommunalités dont l'une des communes a atteint 15 000 habitants.
La COBAS donc est tenue à ce pourcentage de logements sociaux, la COBAN pas encore, mais donc on travaille, parce qu'on sait très bien on y travaille, parce que d'ici la fin de la mandature, il y aura certainement une de nos communes qui atteindra 15 000 habitants. Le Val-de-l'Air, pour l'instant, n'y est pas encore soumis, mais comme ils sont associés également au SCOT, ils y travaillent également. Puis je crois que de toute façon, tout le territoire a besoin aujourd'hui de logements sociaux. Il y a également la loi ALUR, qui a permis une densification des zones urbanisées, notamment par le biais des parcellisations. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder ce problème. Nous, ça nous pose des problèmes en tant qu'élus, cette possibilité de parcelliser. Et puis la loi Elan, qui date du 23 novembre 2018, c'est cette loi qui portait l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, et qui donne désormais au SCOT l'obligation de déterminer les critères d'identification des secteurs qui peuvent être urbanisés. Donc, c'est-à-dire que nous devons donc dire dans ce document stratégique les secteurs où nous pourrons construire. Et puis, il y a également cette loi a également transformé le socle du SCOT, puisque le rapport de présentation a disparu. Pas totalement, parce que dans les faits, toutes les informations que ce document devait comprendre se trouvent maintenant dans les annexes. Donc, globalement, ça ne change pas grand-chose. Et puis le PADD, le projet d'aménagement et développement durable, disparaît des composants du SCOT et on lui a substitué le projet d'aménagement stratégique, le PAS. Voilà, mais globalement, il n'y a pas grand changement dans les faits. Et puis il y a tout récemment cette fameuse loi climat et résilience, qui impose une diminution de la consommation d'espace de 50% par rapport aux 10 dernières années, et pour atteindre ce qu'on appelle une zéro artificialisation nette d'ici 2050. Ça, ce sont les lois qui s'imposent au SCOT. Et puis, après, à l'échelle régionale, nous avons le STRADET. Le STRADET, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et il s'impose également à nous sur les différents objectifs de la région. Alors, globalement, la région, elle veille à l'équilibre et l'égalité des territoires, à l'implantation aussi des grandes infrastructures d'intérêt régional. Donc, il faut qu'on en tienne compte. La gestion économique de l'espace, les transports, les mobilités, la lutte contre le changement climatique, et la restauration de la biodiversité. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de règles aussi qui s'imposent à nous. À cela viennent s'ajouter les autres documents thématiques, comme le SAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, le schéma régional des carrières, le plan de gestion des risques d'inondation, les directives d'aménagement territorial, les plans d'exposition au bruit pour les aérodromes. Donc, vous voyez, il y a toute un empilement de règles qui viennent s'imposer à nous. Donc le SCOT, eh bien, son rôle, c'est de traduire les objectifs et les enjeux à son échelle, et puis ensuite de rédiger les prescriptions qui devront être déclinées dans les différents documents intercommunaux, que vous les connaissez tous. Vous les connaissez tous, c'est le plan local de l'habitat, c'est le plan de mobilité, c'est le schéma des zones d'activité économique, mais c'est aussi les documents communaux comme le PLU ou intercommunaux comme les plans locaux, intercommunaux d'urbanisme. Alors le SCOT, c'est un projet de territoire qui est rédigé en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous avons fait un diagnostic. C'est un état des lieux et un état aussi des enjeux. Et ça, on les a déjà présentés en septembre 2019 et vous pouvez les retrouver sur le site internet du Cyberval. Ensuite, il y a un projet donc, de territoire à l'horizon 2040 que nous allons détailler ce soir, ce qu'on appelle aujourd'hui le PAS, ce projet d'aménagement stratégique. Ensuite, il y a un fascicule de règles, c'est le D2O, c'est le document d'orientation et d'objectifs que nous allons rédiger au cours de l'année 2022. En fait, ce D2O, il traduit concrètement ce qu'est le PAS. Il a une valeur qui est prescriptive et il constitue en quelque sorte ce que va être le règlement du SCOT. Ensuite, bien la phase de finalisation du document qui doit faire l'objet d'une enquête publique et puis ensuite une approbation en conseil syndical. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, une fois qui sera approuvé, en fait, tous ces objectifs et ces règles doivent être inscrites dans le SCOT. Elles seront déclinées dans nos différents documents communaux et intercommunaux. En fait, il s'agit d'un projet politique qui permet aux élus de se projeter donc à l'horizon 2040. L'objectif qui est fixé par le Code de l'urbanisme, c'est d'assurer le respect des équilibres territoriaux par l'aménagement du territoire, mais également la mise en œuvre et la mise en valeur et la préservation de l'ensemble de notre territoire.
Pour simplifier, globalement, on peut dire que le SCOT gère le foncier. C'est-à-dire son rôle, c'est d'attribuer une vocation aux différents espaces du territoire. C'est-à-dire déterminer les espaces qui sont dédiés à l'habitat, les espaces qui seront dédiés aux mobilités, aux activités économiques et commerciales, à l'agriculture, ou bien également les espaces naturels. Et ensuite, il dresse les règles de gestion ou d'aménagement de ces différents secteurs. Je voudrais également rappeler les différents engagements que nous avons pris, nous les élus, pour la mise en place d'une concertation la plus large possible. Tout d'abord, nous avons mis à disposition au siège de chaque intercommunalité un dossier papier qui reprend tous les documents que nous avons mis en ligne sur notre site Internet. En effet, dès qu'une étude ou qu'un document est finalisé, nous le proposons en téléchargement sur le site du Cyberval. De plus, depuis le lancement de l'élaboration du SCOT, nous avons organisé plusieurs temps d'échange et de travail avec les partenaires institutionnels, mais également avec ce qu'on appelle le grand public, c'est-à-dire avec vous, et c'est l'objet de la réunion de ce soir. Il y a également des ateliers de travail qui seront organisés au cours du deuxième trimestre 2022 avec les partenaires institutionnels et avec le public. Et nous sommes en mesure, ce soir, on vous donnera les dates de ces différents ateliers pour que vous puissiez vous y inscrire. Nous allons également renouveler l'expérience qui a été faite en 2019 avec la constitution d'un panel citoyen, c'est-à-dire que ce sont des habitants qui vont être tirés au sort et qui pourront s'exprimer sur différents axes du SCOT. Et puis nous travaillons aussi en concertation avec le Conseil du développement économique, le CODEV, qui a été mis en place en novembre 2021. Lors de la première réunion publique à Arcachon, certains participants ont exprimé une incompréhension quant au fait de savoir si les 3 réunions qui étaient organisées étaient des réunions de présentation ou des réunions de concertation. Parce qu'en fait, on a utilisé indifféremment les 2 mots et certaines personnes étaient un petit peu se questionner. En fait, on peut dire qu'il s'agit des deux. Ces 2 objectifs sont poursuivis, si vous voulez. On fait ce soir un point sur l'avancement du PASS. Donc, c'est un point sur l'avancement. On vous met au courant de tout ce qui a été fait. Et en même temps, il y aura un temps d'échange tout à l'heure. On va recueillir également vos observations et vos suggestions pour amender ce document tel qu'on va vous le présenter. Un petit rappel, avant de passer la parole à mon directeur. Nous avons voté donc en 2018 la prescription de l'élaboration du SCOT. Au deuxième semestre 2019, donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une présentation qui a été faite du diagnostic et des enjeux au niveau des 3 intercommunalités. Il y a un débat qui a suivi en conseil syndical en décembre 2019. Et puis, il y a eu les élections municipales 2020 qui ont été quelque peu bouleversées par la Covid. Et puis, l'installation de la nouvelle gouvernance. Donc, nous avons repris le travail de rédaction en fin septembre 2020. Et puis, depuis, donc, Bruno Lafont vous l'a dit, nous travaillons en marche forcée. Nous avons des réunions très, très fréquentes, à minima une fois tous les 15 jours, de façon à avancer le plus vite possible et de tenir les objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais laisser la parole à Anthony Doué qui va vous détailler les différents axes et objectifs du projet d'aménagement stratégique, ce PASS. Et puis ensuite, le cabinet Air Public qui nous accompagne pour la concertation, donc animera le temps d'échange. Et voilà, j'espère que ces échanges seront le plus constructifs possible. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Je vais en effet, à l'invitation de la présidente, présenter le projet d'aménagement stratégique qui a été débattu et travaillé avec les 17 maires du territoire. Tout d'abord, vous l'avez vu, cette élaboration, elle s'inscrit dans un cadre législatif important, mais il fait suite aussi au débat et à la prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, prescrit donc en 2018 par les élus précédents. Donc il y a également une continuité parce que cette élaboration répond à plusieurs objectifs qui avaient été fixés lors de la prescription. Évidemment, engager la transition énergétique du territoire et donc faire le lien avec le plan climat que porte et met en œuvre le Cyberval, placer l'amélioration de la vie quotidienne au cœur du projet territorial, respecter le patrimoine paysager et environnemental du territoire,
et assurer l'avenir par une économie attractive, performante et durable en soutenant les filières historiques, mais également les filières à développer. Ce projet d'aménagement stratégique, il commence par un axe transversal. Comme je disais, le Cibarval met en œuvre le plan climat air énergie depuis 2018, et donc c'est ce socle-là qui est transversable à l'ensemble des enjeux du document. Et donc le territoire répond à cet enjeu de transition énergétique au travers de plusieurs axes. L'affirmation d'une armature urbaine qui est multipolaire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sur un territoire classique où il y a une ville-centre, une première couronne, une deuxième couronne. On est sur un chapelet de communes qui ont chacune des services et des équipements qui répondent aux besoins des habitants. Donc ça limite les déplacements contraints pour aller chercher ces services. C'est limiter la consommation d'espace, des espaces naturels, agricoles et forestiers, nous y reviendrons. C'est le développer l'emploi sur le territoire, là aussi pour limiter les déplacements contraints, principalement vers la métropole bordelaise. C'est l'engagement dans la production d'énergie renouvelable. On y a déjà commencé à travailler, mais on va renforcer cet axe dans le SCOT. Toute la question de la mobilité, évidemment, est structurante sur le territoire, et avoir une précaution importante sur les ressources, et principalement sur l'eau, à la fois au niveau de la quantité et la qualité de l'eau. Donc, au-delà de cet axe transversal, le document est structuré autour de 3 axes thématiques et 12 objectifs. Donc, je vous proposerai de faire un point d'étape et d'échange à la fin de chaque axe. Donc, sur ce premier axe qui s'intitule « Préserver », plusieurs objectifs, 5 en l'occurrence. Le premier, c'est préserver le socle structurant des écosystèmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur notre territoire, nous avons beaucoup de protections réglementaires. Vous avez entendu parler de Natura 2000, mais il y a aussi des SNIEF, des sites inscrits, etc. Nous avons une dizaine de protections réglementaires qui existent sur le territoire, et donc ça, c'est le socle qui préserve les espaces, mais nous sommes en capacité, dans le SCOT ou dans les PLU aussi, d'aller protéger d'autres espaces qui auraient une sensibilité environnementale intéressante. La réduction du rythme de consommation d'espace, c'est un point important qui a été déjà engagé par plusieurs lois, mais maintenant qui est défini dans la loi climat et résilience de 2021, qui nous impose une réduction par 2 du rythme de consommation d'espace, c'est-à-dire qu'on va faire le bilan de ce qui a été consommé sur les 10 dernières années, et on va simplement diviser par 2 ce volume-là, et qui serait un volume maximum à atteindre d'ici et à consommer d'ici 2030. Et à partir de 2030, la loi nous impose une trajectoire vers le zéro artificialisation à 2050. Donc nous devrons écrire des prescriptions sur le sujet et fixer des objectifs chiffrés et localisés dans le D2O. La préservation des corridors écologiques, c'est ce qu'on appelle les trames vertes et bleues, pour permettre le déplacement de la faune. La question de la préservation aussi des espaces de la pollution lumineuse, ça c'est un travail que nous menons avec le parc naturel régional pour réduire la pollution lumineuse due à l'éclairage public ou privé dans les communes. Donc ça c'est un travail partenarial initié, mais qui aura aussi une traduction dans les prescriptions. La question de la forêt, avec tous ses profils et tous ses usages, qui est un enjeu important sur notre territoire. La qualité des milieux marins, évidemment, je parlais tout à l'heure de la qualité de l'eau, c'est un point important. Et puis l'insertion paysagère des opérations, des différentes opérations, que ce soit à vocation d'habitat, développement économique et commercial, puisque toutes ces nouvelles opérations doivent veiller à protéger le paysage et l'environnement dans chacune des communes. Cet objectif, il se traduit par une carte de synthèse, une carte schématique, puisque en fait à ce stade on est uniquement sur le schéma, et à partir de ce schéma-là, nous pourrons avoir des cartographies beaucoup plus précises, commune par commune, là aussi avec des corridors écologiques à préserver, peut-être des secteurs principaux à préserver également quand on évoque peut-être des zones humides ou des lagunes, et évidemment retranscrire toutes les protections réglementaires qui s'imposent à nous.
Le deuxième objectif concerne la question de l'eau, à la fois sur le sujet de la quantité et de la qualité. Donc la préservation de la ressource est très, très importante sur notre territoire. Et donc ça, c'est un enjeu qui est posé. Nous devrons ensuite travailler d'abord avec les partenaires, mais également avec les associations et le grand public, à rédiger un certain nombre de prescriptions qui peuvent être traduites au travers du règlement du PLU, par exemple. L'objectif 3 concerne les économies d'énergie, puisque dans la stratégie de transition énergétique, il faut d'abord travailler à la réduction des besoins en énergie, donc aux économies d'énergie, avant de travailler sur des énergies renouvelables. Donc ça, c'est un point important que nous inscrivons ici. L'objectif 4 concerne l'ensemble des risques que connaît le territoire. On pense beaucoup aux risques d'inondation ou aux risques de submersion marine, mais il y a également les feux de forêt ou les risques technologiques qui peuvent exister. Et là aussi, au travers des plans de prévention des risques qui sont élaborés par l'État, nous devons ensuite décliner ces zonages dans le SCOT et dans les PLU. Et puis l'objectif numéro 5, dernier objectif de cet axe, traite des effets du changement climatique. Là aussi, la loi climat et résilience de 2021 vient renforcer ce sujet-là, puisque nous devons travailler aux effets du changement climatique sur les différents sujets pour pouvoir les réduire et les retraduire sur le territoire. C'est d'abord travailler à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est l'émission de CO2 qui entraîne le changement climatique. Mais ensuite, cette réduction doit passer par l'ensemble des secteurs, principalement la mobilité, mais aussi l'habitat, le tertiaire, le développement économique. Donc là aussi, avoir des réponses dans le D2O. Renforcer le stockage de carbone, donc par la limitation des consommations des espaces naturels, agricoles et forestiers, on préserve ce stockage carbone qui est très important sur notre territoire, puisque nous avons 75% du territoire qui est boisé. Et puis, essayer de réfléchir aux conséquences du changement climatique pour essayer de les atténuer ou de s'adapter quand on parle de la qualité de l'eau, là aussi, la question des risques à prendre en compte, et puis travailler aussi à la transformation et à l'adaptation de nos différentes filières économiques. Donc voilà rapidement les différents objectifs poursuivis par les élus sur ce premier axe, et avec les enjeux qui sont posés et qui devront trouver une traduction plus opérationnelle dans le D2O. Merci, monsieur le directeur. Du coup, on va passer à un temps d'échange. Donc, comme on le précisait au début, l'idée, c'est de prendre des questions à chaque fin d'axe. Donc, on aura 3 temps d'échange en tout dans cette soirée. On prendra aussi des questions en live. Donc, on invite les personnes qui nous suivent sur le Facebook de poser aussi des questions. On les relaiera de façon équitable entre la salle et ici. On va poser des questions peut-être par groupe de 2. Et puis, à chaque fois, madame la présidente apportera du coup des réponses après ces 2 questions. On va commencer en haut de la salle. Allez-y. Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour, mesdames, la présidente et messieurs. J'ai une question qui s'adresse peut-être plus au directeur, puisque c'est dans sa présentation. J'avais une question par rapport à la ruralité, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui sont exprimées sur une armature urbaine, avec des transversalités. Et je m'aperçois qu'au niveau ruralité, il n'y a pas tellement d'informations. Je voulais savoir si dans votre stratégie, il y avait des axes aussi sur le réaménagement du territoire au niveau des villages. Merci. On va prendre une deuxième question devant. Bonsoir. Je vais me présenter, Marie-France Caverne. Je suis lantonaise, élue conseillère municipale de groupe indépendant Hello. Ma question, elle concerne sur ce premier axe qui a pour titre préserver. Mon idée, c'était peut-être de rajouter un axe de réflexion qui concerne la santé, puisque quand on parle de préserver, c'est aussi soigner.
Il concerne la santé, mais la santé globale, c'est-à-dire pas uniquement la santé qui concerne de ne pas avoir de maladie pour l'être humain, mais aussi la santé humaine, la santé des écosystèmes, la santé animale. Et dans les objectifs que vous avez fixés, on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, la réflexion sur la santé permettrait de relier un petit peu pas mal de choses. Et donc, il existe un dispositif qui s'appelle l'évaluation de l'impact sur la santé, qui est quelque chose qui peut être mis en place, qui est déjà utilisé dans les collectivités, justement dans l'élaboration de leurs projets d'urbanisme. Par exemple, définir dans une zone la taille des espaces verts, l'intérêt que ça a pour la santé de l'écosystème, du climat, pour la santé sociale aussi, hein, du bien-être des gens entre eux, de profiter d'un espace vert. Donc, est-ce que ce dispositif d'évaluation de l'impact sur la santé, dans l'élaboration du SCOT ou des PLU, pourrait être une piste à rajouter dans votre document? Je vais vous répondre de suite sur ce deuxième volet. Effectivement, on va prendre en considération votre proposition. Vous savez que nous travaillons sur un contrat local de santé au niveau donc, des 3 intercommunalités, donc qui prennent en charge non seulement, qui travaillent. C'est parti surtout sur le constat que nous manquions de médecins, en fait, et surtout de spécialistes, mais également beaucoup plus loin aussi de certaines spécialités, notamment pour la santé mentale, la prise en charge des patients et des jeunes qui souffrent de problèmes mentaux. Donc nous avons un travail très important qui va être fait avec ce contrat local de santé, des considérations également sur les conditions de vie, l'amélioration des conditions de vie, des habitudes de vie aussi, la lutte par exemple contre l'obésité. Et puis, globalement, dans le SCOT, sauvegarder la biodiversité, travailler sur la préservation des écosystèmes, c'est aussi travailler pour la santé de tous, aussi bien animale que pour l'être humain. Donc, ça fait partie d'un tout, on ne peut pas scinder. Donc, on travaille, je crois que le grand objectif, justement, c'est préserver notre environnement. Et en préservant notre environnement, bien, on va préserver la vie et la santé des humains. Concernant la ruralité, je vais laisser... Alors, simplement pour vous dire, monsieur, que vous posez des questions, mais la ruralité, nous sommes plus des villages. Il y a quelques villes importantes sur notre territoire, sur nos 3 intercommunalités, mais il y a aussi encore de nombreux villages. Donc, la ruralité, elle est prise globalement en compte. Mais je vais laisser le directeur peut-être s'exprimer. La ruralité, en effet, elle sera prise en compte au travers des prescriptions et des types de prescriptions qui vont s'imposer aux différentes strates. Donc, en effet, ça sera pris en compte. C'est vrai je n'ai pas utilisé le mot ruralité, mais les prescriptions, elles devront s'appliquer aux différentes communes en fonction de leur profil. Donc, les prescriptions qui seront à Saint-Magne ne seront pas les mêmes qu'à Arcachon, en tout cas dans l'esprit. Mais ça sera dans le D2O où on s'adaptera au profil de chacune des communes et de chacun des territoires. Oui, alors, Saint-Magne, par exemple, c'est un centre-bourg dans votre qualification. Moi, je parle d'un petit village. Si je peux citer Blagon, par exemple. Blagon, c'est 500 personnes. Il n'y a aucun équipement public, il n'y a pas de médical, il n'y a pas de commerce, etc. Il n'y a rien. À part des gens qui travaillent et qui vivent. Et donc la question, c'est de savoir est-ce qu'à un moment donné, il y aura un rééquilibrage des équipements publics, non pas uniquement vers l'arc, on va dire, touristique, économique autour du bassin, mais aussi vers l'arrière-pays. Parce qu'il y a de gros déséquilibres et on aurait vraiment besoin d'un apport au niveau du SCOT et aussi de l'État, bien sûr. Oui, donc... Vous m'avez déjà posé ces questions à plusieurs reprises, puisque Blagon fait partie de la commune de Lanton. Et le problème, puisque c'est un problème pour moi, c'est que la loi littorale s'impose à Blagon et s'impose donc à 13 km du littoral. Donc il y a une interdiction de construire en rupture d'urbanisation. Et il y a aussi cette notion de village et de hameau. Donc la difficulté aujourd'hui, ça va être de donner une dénomination au village, surtout au Vendémer, parce que je suppose que vous faites allusion surtout au Vendémer, aujourd'hui qui ne peut pas être considéré comme un hameau au sens de la loi littorale.
Merci. Du coup, je vais en profiter pour répondre à une question juste avant de redonner la parole à la salle qu'on a eue sur le Facebook qui concerne les modalités de concertation et notamment le panel citoyen. Donc, on donnera début mars toutes les modalités à travers un appel à candidature sur les modalités de ce tirage au sort. Et on présentera aussi à la fin de cette séance notamment les dates pour les différents ateliers. Donc voilà, on va revenir là-dessus et sur le tirage au sort en lui-même, on est en train de travailler là-dessus avec les élus. On va prendre une question au fond de la salle. Allez-y. Bonjour, Guy HSR du Cobartec. Alors, le transport est venu plusieurs fois dans les propos de M. Doué pour la préservation des espaces, réduction de l'artificialisation des sols, économie d'énergie, réduire les gaz à effet de serre, etc. Bon. L'importance des transports en commun apparaît là, dans tous ces domaines. Alors, le Cobartec a étudié un projet de transport depuis 20 ans, là, un projet de tram-train, et nous avons demandé une subvention au Cyberval, mais Madame la Présidente m'a dit tout à l'heure que le Cyberval ne pouvait pas accorder de subvention pour ce genre de choses, mais qu'ils étudiaient une possibilité de nous aider dans ce sens-là. Voilà. Merci. On va prendre une deuxième question. Allez-y, madame, au fond, si vous voulez. Oui, bonsoir. Virginie Mallet, de Longton. J'ai une remarque et une question. J'ai eu le plaisir de participer aux ateliers participatifs de 2019, au cours desquels j'ai eu le loisir, comme collaborateur, de proposer des avancées, des idées et des remarques. J'ai eu le retour de ces propositions, mais je ne sais pas dans quelle mesure les propositions et les remarques qui ont été émises seront intégrées, avec quel filtre, quel prisme et quel processus décisionnel. C'est à la majorité des sujets exprimés, à leur pertinence, évidemment après une lecture légale des propositions. Et je pense à notamment une réflexion sur la pertinence des parkings souterrains au niveau des zones impactées par la submersion marine ou les nappes subpalfleurantes, par exemple. Voilà, ça c'est une première remarque. Et la deuxième remarque, c'est une question qui est peut-être transverse avec les autres axes que vous allez présenter, qui concerne la préservation de la ressource en eau. À minima, on projette d'accueillir 1% de population par an, et on peut raisonnablement penser que ce sera au-delà, jusqu'à 2%, ce qui veut dire doubler la population du bassin en 35 ans. Alors on sait déjà que les structures du CIBA arrivent à des limites pour voir les réservoirs de sécurité déborder de temps en temps. Est-ce que ça veut dire que le SCOT va prendre en compte la réalisation de notre VARF, la plage de la Salie? Première question. Est-ce qu'il y a une étude qui dimensionne cette limite structurante du réseau des eaux usées? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est consultable? Sinon, est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'y penser? De la même chose pour la ressource en eau. On sait que beaucoup de communes dépassent les autorisations maximales par commune, parfois par forage et aussi par commune. Est-ce qu'il y a une politique de gestion de l'eau qui est envisagée? Est-ce qu'on connaît la capacité maximale d'accueil? Je ne parle pas de volonté politique, je parle de limites structurantes du territoire. Je vous remercie. D'accord, merci. On va déjà répondre à ces 2, voire 3 questions du coup sur les transports en commun, l'eau et sur les questions de la prise en compte des ateliers participatifs. Alors pour répondre donc, monsieur le Cobartec, oui, effectivement, vous avez fait une demande de subvention pour une étude en fait sur un transport en fait, c'est un tram-train mais sur une seule voie. C'est bien ce que vous m'avez demandé. Donc on est en train de rédiger, comme je vous l'ai dit, un courrier. Donc le Cyberbal ne pourra pas vous donner, n'a pas donc de compétences et de possibilités de donner une subvention. En revanche, on va peut-être explorer d'autres pistes. Voilà. Pour la prise en compte des... Je vous laisserai... Oui, plusieurs réponses. Par rapport à la concertation, en effet, une première vague a eu lieu en 2019 et donc a permis d'avoir un premier document qui était des orientations pour le PADD à l'époque, et ce document est en ligne sur le site internet. Là, les 3 réunions publiques permettre de récolter quelques
propositions d'amendements ou de compléments. Nous allons avoir aussi ce qu'on appelle une réunion des personnes publiques associées. Donc ce sont tous les partenaires institutionnels que le Code de l'urbanisme nous liste. Donc là aussi, ces partenaires vont nous faire remonter leur avis. Nous allons avoir également une rencontre avec le secrétaire général de la préfecture, donc pour la position de l'État par rapport à ce document. Donc toutes ces contributions vont nous être remontées. Et puis, elles seront présentées et débattues en conseil syndical le 24 mars prochain pour débattre de ces propositions et finaliser un document qui va clôturer cette deuxième étape. Ensuite, par rapport à des propositions, vous avez évoqué les parkings souterrains, ça c'est plutôt en fait des règles qui seront inscrites dans le document d'orientation d'objectifs. Donc ça, on est dans des éléments qui sont précis. Là, vous voyez bien qu'on est sur des enjeux globaux du territoire. Toutes les prescriptions précises seront dans le troisième document, donc document d'orientation d'objectifs, que nous allons rédiger après le débat et qui va clôturer cette deuxième phase. Et puis, plus globalement, sur ce que vous évoquiez, sur les capacités en eau ou capacités de stations d'épuration, c'est ce qu'on appelle la capacité d'accueil. C'est la loi littorale qui nous l'impose, de justifier que nous pouvons accueillir ces nouvelles populations. Donc le diagnostic est en cours et nous allons justifier que nous avons en effet un volume d'eau permettant d'accueillir la nouvelle population, que les tuyaux sont suffisants et que les stations d'épuration sont suffisantes pour accueillir ces populations. Donc ça, avec l'ensemble des partenaires concernés, nous travaillons au diagnostic pour en effet justifier que le territoire peut accueillir un volume de population que nous avons inscrit dans le PASS. Merci, on va prendre, il y avait des questions en haut à droite, Sébastien. Merci. Bonjour, Monique Nicolas, d'Audange Citoyenne. Donc, on attend avec impatience le SCOT parce que ce que l'on voit aujourd'hui du développement, ça paraît un peu anarchique. Moi, sur ma commune, on a l'impression que c'est un terrain de jeu pour la spéculation immobilière. Avec du logement privé partout, n'importe comment, sans projet politique global qui puisse répondre aux biens communs, et notamment en intégrant la question du logement social, puisqu'on sait qu'on doit prendre en compte cela, c'est de plus en plus cher, on ne peut pas se loger. Donc aujourd'hui, on a des projets mais qui sont aberrants, par exemple, parking souterrain avec rabattement de nappes. Bon, on ne sait pas s'il y a vraiment une autorisation qui a été faite ou pas, mais ça ne fait rien. Ça conduit à une artificialisation des sols avec une déforestation extrêmement importante sur la commune, une consommation d'eau qui dépasse de plus des 2/3 l'autorisation qui est accordée. Le préfet a même fait des rappels par rapport à ça, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence en matière de diversité, de changement climatique, etc. Et surtout un afflux de population extrêmement rapide qui ne laisse pas les moyens aux services publics de s'installer pour répondre aux besoins, et surtout à la mobilité. Parce que la mobilité sur la Cobane, c'est un vrai problème. Et nous avions la pollution atmosphérique au même titre que la métropole quand il y a eu la pollution aux particules fines. Donc on attend avec impatience... et ça au mépris du respect de la loi littorale et de la charte du parc à de multiples reprises. Donc il faut que ça cesse et il faut qu'il y ait une politique concernée sur l'ensemble du tour du bassin, parce que je pointe cette commune, mais il y en a d'autres qui sont dans les mêmes soucis. Donc on attend. Alors moi je suis restée sur ma fin sur le diagnostic que j'ai lu avec attention. Sur la question des terres agricoles, comment on développe les terres agricoles, parce qu'on augmente la population, mais comment on la nourrit? Quel plan territorial alimentaire, avec l'installation de jeunes agriculteurs? Quand on voit comment des terrains naturels ou agricoles, à quel prix ils se vendent, c'est-à-dire en dehors de tous les prix légaux pour des terrains agricoles. Donc pour les jeunes, c'est impossible de s'installer. Qu'est-ce qu'on choisit comme politique d'installation et comme plan alimentaire pour nourrir cette population qu'on veut venir? Donc franchement, on attend beaucoup du SCOT. On attend beaucoup en termes de politique contraignante qui respecte les règles de manière à ce que tout le monde puisse les respecter et qu'on puisse protéger cet espace naturel que l'on a, tant en matière paysagère qu'en matière de diversification éthologique, de
de changement climatique et de mobilité. Bon, sur la question de la mobilité, tout ce qu'on nous propose jusqu'à présent, c'est de rajouter des routes avec de la pollution, avec encore du chantier et du terrain pris. Il y a le plan du Cobartec, mais quelle politique de transport en commun pour le bien commun de tous, avec une intermodalité à Biganos et qui ne soit pas simplement de la bicyclette. Hein, ce n'est pas 20 ou 100 bicyclettes qui vont régler le problème de transport sur la départementale et toute la desserte qu'il y a besoin pour aller au boulot jusqu'à Bordeaux ou ailleurs. Donc on attend beaucoup de vous. J'ai bien compris que c'était une réunion d'information et de concertation. Je ne sais pas quelles sont les modalités. Franchement, on attend comment participer aux ateliers, comment participer au panel citoyen. On aimerait beaucoup de transparence sur cette désignation, beaucoup plus qu'au CODEF de la Coban d'ailleurs, où il n'y en a eu aucune, et pas de tirage au sort. Donc par rapport à ça, on attend beaucoup de vous en matière démocratique, en matière de réglementation pour être raisonnable, pour ne pas bousiller ce bassin d'Arcachon qu'on aime tous. Et on va vous répondre. Et ça résume aussi une question qui a été posée, que du coup je vais associer pour vous sur la question de la préservation de l'environnement en live et sur l'articulation. Quel est l'état d'esprit, pour lire de façon ex nihilo, en tout cas, quel est l'état d'esprit du PASS par rapport à la préservation de l'environnement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez évoquées là-dessus. Et peut-être tout d'abord pour commencer à répondre donc, sur la partie démocratique, effectivement ce soir c'est une réunion d'information et de concertation aussi, puisqu'on vous donne la parole, qu'on apporte des éléments de réponse et que toutes ces données, en tout cas, sont intégrées dans le bilan et puis dans la préparation des différents ateliers qui vont suivre. Et ce sera totalement transparent, puisqu'il y a encore des choses qui sont en cours de travail en interne, mais en tout cas, ça va être présenté notamment à la fin de la réunion, où il y aura des dates précises pour les différents ateliers, avec la période du mois de mars, avec les ateliers professionnels, puis après la période suivante, avec des ateliers auprès du grand public, dont les dates sont fixées et qu'on vous donnera juste après, et aussi sur le panel citoyen tout début mars. Donc ça, c'est des éléments qui sont transparents, qui vont être apportés petit à petit, dont on vous donnera une première partie juste à la fin. Mais je vais laisser répondre Madame la Présidente, du coup, sur la question de l'environnement et sur les multiples thématiques soulevées lors de cette intervention. Oui, Madame, vous avez abordé beaucoup de choses dans votre intervention. Je vais avoir du mal à les reprendre toutes. Alors, le SCOT, et notamment dans le PASS, nous définissons donc les grands enjeux, les grands axes, qui après, on vous l'a expliqué, seront déclinés dans ce document d'objectifs et d'orientation, le DDOZO, plus finement au niveau des intercommunalités, et ensuite dans les PLU. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le SCOT n'a pas à s'immiscer en fait dans ce qui se passe dans les politiques qui sont développées par les communes. Voilà, nos compétences ne vont pas jusque-là. Après, après chaque maire donc mettra en musique, dans le plus grand respect, je n'en doute pas, de toute la réglementation, les règles locales. Ensuite, vous avez parlé, on va y venir, vous me parliez du schéma, de l'agriculture et du développement de l'agriculture. On va aborder ce thème dans l'axe 3. Mais nous travaillons également sur le plan alimentaire territorial qui sera intégré au SCOT. Nous avons reçu d'ailleurs l'association qui s'en occupe, et au niveau du pays. Donc effectivement, le plan alimentaire territorial sera pris en compte au niveau du SCOT. On peut parler de mobilité, là aussi, on va l'aborder tout à l'heure dans l'axe 2. Donc on pourrait à nouveau reposer des questions, peut-être plus finement. C'est vrai que les problèmes des transports, c'est un problème très très compliqué, on sait bien qu'on est saturé. Il y avait le problème, on va certainement tout à l'heure en reparler aussi, de ce projet de déplacement durable du Nord-Bassin, dont on parle depuis 30 ans et qui ne fait pas l'unanimité des uns et des autres. Effectivement, le vélo et le tout vélo, c'est certainement pas une solution non plus. Donc, je pense qu'il faut développer les transports en commun, si on veut utiliser moins de voitures. Mais je pense que toutes les communes, et on le redira tout à l'heure, je crois que toutes les communes du littoral, notamment, ont été soucieuses en fait d'aménager leurs traversées de bourg et de sécuriser les traversées de bourg en faisant du partage de voies avec les piétons et avec les vélos. Donc je pense que les traversées de bourg aujourd'hui sont apaisées. Effectivement, ça n'empêche pas les embouteillages en plein été. Certainement, la pluie population va encore aggraver, vous avez tout à fait raison, le problème de la mobilité.
Je ne sais pas s'il y avait d'autres thématiques, mais quant à l'environnement, on en a parlé tout à l'heure, si vous voulez, pour l'articulation, en fait, c'est tout. L'objectif, effectivement, c'est de préserver notre environnement, notre biodiversité. Ça forme un tout, en fait. Hein. Donc, je pense on a pris l'engagement, et de toute façon, il y a vraiment une véritable volonté de préserver cet écrin dans lequel on a la chance de vivre. Et puis, de toute façon, nous y sommes contraints par la loi. Voilà. Merci. On va prendre peut-être 2 dernières questions sur cet axe, et puis après, on aura le même système de temps d'échange sur les autres axes. Allez. Bonjour, Philippe Gobert, je suis conseiller municipal à Gujan-Mestras. J'avoue que le fait que vous disiez, on va prendre 2 dernières questions, quand on est dans la concertation, honnêtement, il faut que les gens s'expriment. Il faut essayer d'être fluide, et après on aura d'autres temps d'échange tout au long. Là, à chaque axe, on a plusieurs questions. La concertation, il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout des débats. Dans concertation, il y a concert. Je le sais bien, on échange. Donc je crois que, honnêtement, ça c'est le premier point que je voudrais dire. J'ai eu le sentiment à Arcachon qu'on a été censuré. J'ai un peu peur qu'aujourd'hui, on fasse encore un mix entre information et concertation et qu'on n'aille pas jusqu'au bout des choses. Il y a des points positifs. On a eu le diaporama et donc j'ai pu avoir des questions. Je pourrais avoir des questions plus précises. Car aujourd'hui, le PowerPoint, ce ne sont que des mots et des bonnes intentions. Et moi, ce que j'attends avec impatience, c'est le PASS, c'est ce qui est écrit. Car aujourd'hui, derrière le PowerPoint, on ne voit pas exactement ce qu'il y aura dans le PASS et comment ça va s'articuler. Les mots ont un sens. Et pour moi, aujourd'hui, on ne concerte pas sur le PASS. Alors, je vais aller sur les 2 ou 3 questions précises que j'ai par rapport au diaporama. Sur l'objectif 5, je me concentrerai principalement sur l'objectif 5. Quels sont vos objectifs en termes de réduction des gaz à effet de serre? Le SCOT va-t-il reprendre les objectifs du PCAET ou les durcir? Intégrera-t-il l'objectif de réduction des gaz à effet de serre à 50% en 2030 de la loi climat et résilience? Ça, c'est la première question, donc qui est très précise, qui est par rapport à la reprise de la loi climat et résilience et un objectif à 2030. La deuxième question que je voudrais poser sur l'objectif 5, c'est vous avez abordé les questions de montée des eaux. Je voudrais savoir sur quels paramètres on travaille, quels sont les critères qui ont été retenus et quels sont les aléas sur lesquels on va travailler. Et enfin, je voudrais revenir justement sur la question qu'a évoquée Madame sur la santé. Et on sent bien aujourd'hui qu'on est dans un dialogue de sourds. Madame, quand elle vous parle de la santé, elle vous parle, est-ce qu'avant les investissements, il y aura des études d'impact en santé? Les études d'impact en santé, c'est un outil qui permet, comme les études d'environnement, de déterminer quels sont les impacts sur la santé qu'il doit y avoir. Et la réponse, ce n'est pas les contrats locaux de santé. Les contrats locaux de santé, c'est autre chose. C'est en effet comment s'articule la médecine, les libéraux avec les hôpitaux, etc. Et donc moi, ma question est très précise là-dessus. C'est est-ce que dans le PASS, vous évoquerez les études d'impact en santé et est-ce qu'il y aura des études d'impact en santé avant tout investissement? Merci de vos réponses et j'espère qu'elles seront précises. Merci. On va prendre une deuxième question. Et l'idée n'est effectivement pas de censurer, mais d'essayer de rester tout de même dans un timing tenu qui ne finisse pas à 23 heures. Merci. Allez-y, monsieur. Oui, Philippe Lemercier pour l'association PALCF. Je voulais juste faire un commentaire sur l'objectif 2, garantir en qualité et en quantité les ressources en eau. Alors, c'est un objectif ambitieux, bien évidemment, qui implique de maîtriser plusieurs facteurs, qu'il s'agisse des eaux de surface, des eaux souterraines. En ce qui concerne les eaux souterraines, cet objectif passe notamment par la maîtrise des pratiques culturales, lesquelles concernent l'ensemble des bassins versants concernés. Et la difficulté, c'est que ces bassins versants vont bien au-delà du périmètre du Cyberval. Donc ma question, c'est comment est-ce que vous intégrez cette contrainte majeure dans les réflexions, et notamment est-ce que vous intégrez la collaboration avec les agences de l'eau, qui sont un des partenaires privilégiés pour
essayer de trouver des solutions, ou du moins maîtriser les paramètres. Je vous remercie. Merci. Je vous propose peut-être, Madame la Présidente, d'apporter quelques... Je vais répondre sur la question de l'eau, en effet. Le Cyberval s'est inscrit dans la démarche Aménage eau, qui est animée par le département et qui nous permet, en effet, à une échelle beaucoup plus large, de travailler avec tous les porteurs des schémas d'aménagement et de gestion des eaux pour travailler à l'échelle des bassins versants et traduire à la fois les enjeux et les prescriptions sur le territoire qui nous concernent. Donc nous avons 5 bassins versants sur lesquels nous travaillons. Et donc sur ces différents bassins versants, nous mettons autour de la table l'ensemble des porteurs et animateurs de ces sages et pour trouver une déclinaison à la fois sur la qualité et quantité au niveau des enjeux, donc du PASS, mais demain, dans le D2O, sur des prescriptions qui s'imposent à nous et qu'on va traduire alors, principalement dans les documents d'urbanisme. En fait, la limite aussi de notre exercice, c'est que vous parlez des pratiques culturales, nous n'avons aucun levier, pour être très clair, sur les pratiques agricoles. Dans un document d'urbanisme, on va délimiter une zone agricole, mais on n'a aucun levier pour dire il faut faire du maïs, il faut faire de l'élevage, ou il faut faire du maraîchage en bio ou en conventionnel. Donc c'est aussi la limite de l'exercice. Mais en tout cas, tous les leviers que nous aurons au niveau des documents d'urbanisme, nous serons tenus de les décliner et de les traduire sur les 17 communes de notre territoire. Alors, pour répondre à monsieur sur le PCAET, oui, effectivement, le PCAET sera pris en compte dans le SCOT, parce que nous en avons fait le choix, donc ça en fera partie intégrante. Et effectivement, nous essayons de travailler sur la réduction des gaz à effet de serre de 50% d'ici 2050. Et nous menons 2030, nous travaillons sur la géothermie, sur le photovoltaïque solaire et thermique. Nous travaillons également sur la rénovation des bâtiments. Donc, nous avons beaucoup d'actions que nous avons mises en œuvre au niveau des intercommunalités. Donc, oui, effectivement, on s'en tiendra aux prescriptions du SCOT et on essaiera d'atteindre les objectifs fixés, les objectifs fixés dans le PCAET. Ensuite, vous parliez de... On essaiera de faire notre maximum dans la mesure du possible. Ça sera... Non. Les maires le décideront. Oui, on va en discuter au niveau des maires. Ça sera de faire, de toute façon, vous savez, monsieur, tous ces objectifs, c'est dans l'intérêt commun. Hein, donc, on a tout intérêt à faire le mieux possible. Vous parliez de la submersion marine. Eh bien, vous savez que nous sommes tenus de respecter les plans de prévention des risques de submersion marine, qui sont des cartes qui ont été élaborées par l'État et que nous devons respecter. Donc, le SCOT, évidemment, les prendra tout à fait en compte. Et ensuite, vous m'avez parlé de la santé, mais là ce n'est pas une compétence propre du SCOT d'intégrer en fait tous les rapports dont vous m'avez parlé. Non, ça ne sera pas intégré dans le SCOT parce que ce n'est pas une compétence du SCOT. En revanche, on prendra en compte, comme on l'a dit tout à l'heure, tous ces éléments et tout ce qui pourra améliorer effectivement la santé et l'environnement. Merci. On va prendre la toute dernière question pour cet axe-là, juste ici. Oui, bonjour, Christian Bibard. Je veux vous poser la question concernant la loi littorale de 86. Elle est très contestable Parlez plus proche du micro. En mettant le masque, si vous voulez. Elle est très contestable par l'interprétation qu'en fait la préfecture. La lecture de la loi littorale ne semble pas être en accord avec la loi Allure, la loi Élan, et quant à l'aménagement des villages ou des comment dirais-je, des hameaux. Elle empêche, soi-disant, de construire. En réalité, elle fait une discrimination entre les habitants des villages et les habitants des agglomérations. Voilà. Et si vous pouvez préciser qui... je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous. Et si vous pouvez préciser, si vous avez une fonction, voilà, c'est une demande de la salle
qu'on se présente avant chaque intervention, Oui, ça permet de préciser. Je suis présenté, les je choses. suis Christian Bibard, voilà, je suis un particulier. Je suis vice-président de l'association Les Audrangeois Sacrifiés. Voilà. On ne peut aujourd'hui, nous sommes en tant que particulier, ma famille habite le bassin depuis 1870 et on ne peut plus construire sur notre propre terrain, alors qu'avant, la loi de 86 le permettait. Oui, c'est l'interprétation qui en est faite aujourd'hui par la préfète qui ne va pas. Et il y a des jurisprudences et on ne s'appuie pas sur les dernières jurisprudences, en l'occurrence dans la région Aquitaine. Donc voilà. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez et qu'est-ce qui vous a amené comment dirais-je, à ne pas contredire cette autorité. D'accord, on va répondre à cette question avant de passer à l'axe suivant. Oui. La loi littorale, monsieur, c'est une loi qui interdit de construire en rupture d'urbanisation. C'est clairement dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà des zones qui sont déjà construites. Voilà. Quand on en pense ce qu'on en veut, moi je suis maire d'une commune, la commune de Lanton, et j'ai la loi littorale qui s'applique à 13 km. Donc vous voyez, nous avons donc un village qui s'appelle Blagon, et bien, qui est soumis aux mêmes règles que nos bourgs qui sont directement sur le littoral. Donc si la loi elle est comme ça, c'est vrai qu'il y a des aberrations, je suis d'accord avec vous, mais nous, notre rôle d'élu, c'est de l'appliquer. Alors vous contestez, monsieur, mais quand on vous refuse un permis de construire au regard de la littorale parce que vous êtes en rupture d'urbanisation, vous pouvez toujours attaquer au tribunal administratif, mais le tribunal ne vous donnera pas raison. Alors pour la construction en rupture d'urbanisation, c'est compliqué, hein? Non. Alors, il y a peut-être des cas particuliers que je ne connais pas. On apportera peut-être des réponses plus individuelles, c'est des questions, mais d'essayer d'être collectif. Oui. On le sait. Alors, je vais vous dire, moi, ça fait je suis élue depuis 2014, et depuis 2014, j'interpelle nos différents députés, sénateurs, effectivement, pour qu'on arrive à modifier cette loi littorale et effectivement gommer certaines aberrations. En attendant, on n'a pas pu parvenir à gommer ces injonctions qui souvent sont contradictoires, hein, parce qu'on nous dit un peu tout et le contraire, mais aujourd'hui, on est obligé d'appliquer la loi, même si elle est injuste. N'interprète pas. Non, à l'échelle du SCOT, en tout cas, c'est pas le sujet là-dessus. C'est le sujet, mais là, on parle de la loi littorale à l'échelle nationale. Donc, mais on apportera aussi des éléments de réponse sur ces. On note aussi cet élément. On n'a pas du tout sous-estimé. On n'a pas du tout sous-estimé ça. Je vous propose, pour faire le lien, puisqu'on parle de construction, de passer donc à l'axe suivant, qui est celui d'accueillir, puisqu'on va parler donc d'armature urbaine, d'habitat, et puis aussi de tourisme et de mobilité. Donc je vais laisser monsieur le directeur présenter cette partie-là, et on aura le même temps d'échange par la suite. Oui, l'axe 2 s'intitule en effet « Accueillir ». Le premier objectif de cet axe concerne l'armature urbaine et l'accueil de nouveaux habitants. Dans le PAS, les élus doivent fixer un rythme de croissance démographique. Le choix a été très clair de freiner l'accueil de nouvelles populations en décélérant la croissance démographique. Aujourd'hui, et depuis près de 20 ans maintenant, nous sommes à une moyenne de 1,9% par an. Et donc là, nous nous projetons sur deux périodes décennales. Une première période à 2030 avec une croissance moyenne baissée à 1,3, puis une période 2030-2040 avec une croissance moyenne à 1% par an. Cet objectif, il est lié à évidemment la production de logements pour pouvoir accueillir ces populations. Donc, je parlais tout à l'heure de capacité d'accueil en termes de volume d'eau, de stations d'épuration, etc. Donc ça, c'est un travail qui est en cours.
La loi nous impose d'optimiser le foncier déjà urbanisé, donc nous pousse à avoir une politique de densification. Donc nous serons également amenés, les élus seront amenés à se positionner dans le D2O sur des densités moyennes à atteindre par commune et à travailler également sur les extensions limitées à vocation d'habitat. Donc cette croissance démographique nous amène à calculer un nombre estimatif de logements à produire à 20 ans autour de donc 11 000 plus 9 000 d'environ, donc 20 000 logements à créer pour l'accueil de nouvelles populations sur le territoire. Je me permets d'apporter une précision technique. Vous verrez peut-être dans les documents futurs un chiffre qui est un peu plus élevé, puisqu'il faut qu'on calcule ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire la production de logements pour maintenir le nombre de populations. Je vous explique très clairement, je vais prendre 2 exemples. Un couple qui divorce, il a besoin d'une maison, mais il en a besoin de 2. Donc pour le même nombre d'habitants, il nous faut un logement en plus. Une personne âgée qui quitte sa maison pour aller en maison de retraite, sa maison, elle reste peut-être vacante, mais il va falloir créer un autre logement en maison de retraite ou hébergement spécialisé. Donc c'est créer un autre logement pour accueillir cette population. Donc les 20 000 habitants que nous affichons ici répondent aux besoins de l'accueil des nouvelles populations. Et donc, on aura besoin de logements un nombre de logements supérieur pour le maintien de la population. Sans compter les enfants qui quittent le foyer. Tout à fait. Et là aussi, il faut penser aux jeunes qui veulent prendre leur envol et s'installer. Donc, il faudra des logements supplémentaires pour eux aussi. C'est ça, pour le maintien de la population. Donc voilà pour cet objectif. Dans l'armature urbaine, on en parlait tout à l'heure, nous avons travaillé une armature structurée en 3 niveaux de communes, donc avec un pôle régional donc, qui a été inscrit dans le schéma régional d'aménagement et de développement durable, donc le SRADET, donc Arcachon-la-Teste, avec un niveau d'équipement qui est supérieur aux autres pôles que nous avons appelés territoriaux et donc qui regroupent l'ensemble des communes du territoire avec des propositions de services et de commerce nécessaires aux besoins des habitants. Et puis nous avons une catégorie spécifique pour deux centres-bourgs ou 2 villages ou plus petits, donc que sont Lugo et Saint-Magne. Et donc à partir de cette armature, nous pourrons mettre dans le D2O, inscrire des objectifs de production de logements, de production d'emplois, peut-être d'installation d'équipements spécifiques, mais tout ça sera à réfléchir dans la phase numéro 3. Cet objectif, il est important et fixe également en termes de production de logements des objectifs plus spécifiques sur l'accueil des saisonniers. Vous savez que c'est une problématique importante sur notre territoire. Donc nous aurons à travailler là aussi avec les communes et intercommunalités pour offrir des logements pour les saisonniers. Également répondre aux obligations de la loi, la présidente en parlait en introduction, avec des objectifs de production de logements sur l'ensemble du territoire, avec des spécificités par intercommunalité, la COBAS qui est déjà soumise à la loi SRU, la COBAN qui pourrait l'être dans quelques années, mais également une production à prévoir sur le Val-de-l'Air, puisque quand on parle de logements sociaux, on parle de logements locatifs sociaux, donc c'est aussi permettre à des petits salaires de pouvoir se loger facilement sur le territoire. Et puis en termes d'offres commerciales, c'est renforcer évidemment ce réseau des commerces de proximité que nous avons sur l'ensemble de nos communes. Maintenir le niveau de l'offre de santé, c'est le lien que nous faisons avec le contrat local de santé qui est en cours d'élaboration et qui trouvera une traduction dans le SCOT. La question commerciale, elle est inscrite également dans cet objectif, avec une armature commerciale également définie, avec 3 niveaux, des zones commerciales les plus importantes du territoire, sur Arès, Biganos et La Teste,
Nous avons ensuite 3 zones d'intérêt intercommunal, donc avec 2 hypermarchés sur Gujan et sur Mios, et puis sur une polarité commerciale importante à l'échelle du Val-de-l'Air qui se situe au Barp, et puis l'ensemble des commerces de proximité, j'en parlais tout à l'heure. Et donc à partir de ces différentes polarités, nous aurons également à rédiger des règles de développement de chacune de ces zones. L'objectif 7 concerne le tourisme avec un axe fort qui est affirmé avec la volonté des élus de travailler sur un tourisme des 4 saisons et non plus de concentrer l'afflux de population sur les mois de l'été, et puis de mettre en valeur aussi d'autres richesses que le littoral propre, et notamment en lien avec le parc naturel régional et donc le rétro-littoral qui pourrait avoir aussi une offre de tourisme vert à développer. Et puis l'autre objectif important concerne la mobilité et les différentes offres de mobilité que nous devons détailler dans le PAS et surtout dans le D2O. Le premier point concerne les projets d'infrastructures routières et ferroviaires actuels et en cours de développement. Donc, quand on parle projet d'infrastructure routière, c'est le prolongement de la 660 sur le sud, qui est un projet en cours et que nous prenons en compte dans le SCOT, mais également des projets et réflexions à approfondir. La présidente évoquait le plan de développement, projet de développement durable de déplacement durable du Nord-Bassin, et peut-être la nécessité d'avoir des infrastructures routières sur le Nord-Bassin ou une autre offre de mobilité. Donc ça, c'est en cours. Donc à l'échelle de la Coban, un plan de déplacement est en cours de travail. Donc des solutions seront proposées et intégrées dans le SCOT. Et puis, il y a l'ensemble de l'offre de mobilité qu'il faut détailler, mais détailler aussi en fonction des intercommunalités, puisqu'il y a une offre qui est très développée sur le sud-bassin, avec le réseau Baïa, par exemple, mais également la voie ferrée, ce qui est différent du Val-de-l'Air, où là, ce sont simplement les lignes régionales qui circulent, et puis la Coban qui est en cours de réflexion et de structuration de son offre de mobilité. Donc, tout ça doit être articulé et harmonisé à l'échelle du SCOT, et puis pour permettre aussi de se projeter pour créer des liaisons entre ces différents territoires. Et donc, les propositions devront être apportées sur les différentes offres de mobilité, donc l'offre de transport en commun, les alternatives à l'autosolisme, donc c'est la politique qui est déjà en cours de développement des parcs relais, et puis la pratique apaisée qui intègre les pistes cyclables ou également l'accès piéton aux différents équipements et services. Et donc une carte de synthèse accompagne cet objectif permettant de fixer les différents enjeux qui devront trouver des réponses dans le D2O en fonction des offres de mobilité. Merci. On va passer à un temps d'échange. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions en ligne, donc on va passer à des questions de la salle, si vous en avez. Madame, du coup, en vert, si Sébastien, plus facile pour repérer. On a un ordre. Allez-y. Bonjour à tous, Clarisse Olic de Le Bétail Plage Boisée à sauvegarder et la CEBA. Donc, moi, je vous remercie pour ce travail qui est très, très important. Mais j'ai 2 questions et 3 suggestions. Alors, les questions, c'est est-ce que vous avez pensé aux résidences secondaires? Parce que c'est bien beau de construire, mais c'est ce qui se passe dans tout le Nord-Bassin, où on parcellise, on détruit tous les arbres. Donc on peut dire adieu à la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'il n'y a plus d'arbres. Et qu'est-ce qu'on a? Des lits vides. Donc si, venez chez moi, vous verrez. Il y a des lits vides, et je pense que c'est important d'intégrer ça. On n'a pas de place pour loger les jeunes, mais on a il y a aussi l'inflation du mètre carré et pour des touristes. Donc, pour l'instant, c'est les touristes qui font la loi. Il faut bien voir la réalité des choses. Les suggestions que j'avais, c'était à propos non plus de l'axe 1, de l'axe 2, excusez-moi, je pense à l'axe 1,
mais est-ce qu'on a pensé, lorsqu'on préserve la nature, à encourager les plantations de forêts mixtes plutôt que des forêts industrielles d'arbres, parce qu'on sait que la résilience de la forêt mixte est infiniment plus grande face au réchauffement climatique que la forêt industrielle. Donc si on encourage les forêts mixtes, non seulement on protège la faune, mais la flore aussi, et on n'a presque rien à faire puisque c'est la forêt qui fait tout le travail. Voilà. Et enfin, pour les mobilités, je vois avec crainte revenir la voie rétro-littorale sur la carte, alors qu'on l'avait, enfin, on était ravis de penser qu'elle avait été abandonnée. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci. On va prendre une deuxième question avant de répondre. Oui, allez-y, madame. Non, c'était la même question. À combien vous évaluez... Ah, pardon, Claude Meyer-Salin, Lèche Cap Ferret, association SPLCF. À combien vous évaluez le nombre de logements habités qui deviennent des résidences secondaires chaque année sur le périmètre? Alors, je pense que c'est plutôt l'inverse. Les résidences secondaires ont tendance à diminuer. Nous, c'est ce qu'on observe, les maires, parce que d'abord, il y a beaucoup de personnes qui avaient des résidences secondaires qui, maintenant, avec la Covid, sont venues s'installer définitivement dans les résidences, ont quitté les résidences principales, sont installées dans les résidences secondaires au bassin, en bordure de bassin, parce que c'est plus agréable, et puis les gens fuient les villes aujourd'hui. Donc, on a une tendance à une grande diminution des résidences secondaires. Et puis, il y a aussi le fait que souvent, les gens n'ont plus les moyens aussi d'entretenir une résidence principale et une résidence secondaire. Donc, ils font un choix de vie, de venir vivre sur le bassin tout au long de l'année. On a à peu près un tiers des résidences qui sont des résidences secondaires sur le bassin, sur nos communes. Mais vous demandiez, madame, comment est-ce qu'on pourrait empêcher la création de résidences secondaires? On ne peut pas, on n'a pas de levier. Là, ça serait une atteinte à la liberté individuelle. Et puis, je pense que de toute façon, vu le coût du foncier, je pense que on tend plutôt vers une décroissance du nombre de résidences secondaires. Et puis également, il y a peut-être la question, vous n'avez pas posé aussi des questions sur les logements vacants sur notre territoire. La dernière fois, on nous a questionné là-dessus. Il faut savoir que les logements vacants sont à peu près de 4% sur notre territoire, et c'est inférieur à la moyenne nationale qui est à peu près à 8%. Donc on n'a quand même pas énormément de logements vacants. Et après, je ne sais plus, il y avait... Sur la question de la forêt mixte. Alors sur la forêt, je laisserai après la parole à Monsieur Lafont, qui est bien plus expert que moi. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'INRA, on travaille, quelques communes travaillent avec l'INRA et de plus en plus sur le territoire pour effectivement essayer de planter d'autres essences, des essences qui sont beaucoup plus résistantes, qui viennent du Portugal notamment et de l'Espagne, des feuillus, et qui sont plus résistantes au changement climatique. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui se fait à ce niveau-là. Oui. Les mélanges d'essence, tout à fait. Madame, juste pour la forêt, je pense que nous aurions une soirée entière à passer sur ce débat. Parce que, sachez, quand j'ai une photo avec moi, là, que je me promène avec tous les jours, c'est la photo qui a été prise par Félix Arnaudet en 1870. Et je voulais vous demander, madame, s'il y avait plus de diversité à l'époque que ce qui a été fait, puisqu'aujourd'hui, nous avons plus de 270 espèces sous le pin maritime. Et madame, nous avons aujourd'hui la chance de vivre dans un massif qui a la chance d'avoir à la fois des feuillus et à la fois du pin maritime. Et nous avons aujourd'hui une chance exceptionnelle d'avoir ce massif. Et nous faisons effectivement, ce qu'a dit la présidente, des recherches, mais nous n'avons pas encore trouvé la possibilité de pouvoir mettre le pin maritime, le remplacer dans des endroits où d'autres espèces ne peuvent pas passer. Mais je vous dis, madame, c'est un sujet qui existe depuis des années. Par contre, je vous demanderai de me prouver et de me porter les explications que vous avez données en ce qui concerne la forêt qui est meilleure par rapport à une autre forêt. J'attends vos explications, madame, et vous me les donnerez et vous me les procurez. Merci. Non, madame. Oui, je voulais simplement vous dire, mais je ne remets en question ni les travaux de Brémontier, ni là, c'est simplement dire
que la forêt mixte a une très bonne résilience et qu'il ne faut pas s'en passer. Je n'ai aucun cas dit qu'il y avait une forêt qui était meilleure que l'autre. On sait que la résilience de la forêt mixte est meilleure que celle de la forêt industrielle, mais c'est tout, et je n'ai pas été plus loin. C'est tout, monsieur. Je suis d'accord pour en discuter avec vous en dehors de cette salle. Avec plaisir, madame. Parfait. Je vous propose de prendre une question du monsieur en haut, en vous présentant avant de poser votre question. Merci. Bonjour, Yann Mallet de Lantan. Moi, je voulais vous interroger au sujet d'informations venant du PCAET et leur intégration dans le SCOT. Donc 60% des émissions des gaz à effet de serre viennent des transports. Il va falloir les diviser par 4 à relativement moyenne échéance, ce qui représente un effort absolument considérable. Et je voudrais savoir, à votre avis, quelle va être l'influence de la création de routes nouvelles avec la rocade du Nord-Bassin, avec le rajout d'une voie sur l'autoroute? Est-ce que ça a été mesuré, évalué en nombre de kilotonnes de CO2 pour chacune des infrastructures? Et ensuite, je suis aussi intéressé de savoir quel modèle, en termes de renouvellement du parc automobile, vous utilisez pour permettre d'avoir une décroissance des émissions de gaz à effet de serre, permettant de converger vers un quart des émissions qui sont les 500 kilotonnes que nous avons maintenant. Merci. Merci. Je vous propose de prendre une deuxième question avant d'y répondre, juste devant, 2 ou 3 rangs devant. Ou... C'est bon, là? Allez-y, présentez-vous. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Donc, monsieur Vincent de Audange. Toujours dans le chapitre de transport, il y a des propositions qui ont été faites sous le sigle de TCSP, c'est-à-dire l'étude de la transformation des anciennes emprises SNCF, pour faire circuler entre Lège et Biganos non seulement la piste cyclable qui existe déjà, mais un type de mini-tramway sur l'emprise générale qui fait environ 11 mètres de large. Donc, est-ce que le SCOT fera cette étude ou acceptera de se pencher là-dessus, plutôt que sur des nouvelles routes, par exemple? Merci. D'accord. On va déjà répondre à ces éléments et puis après on vous passera la parole juste devant. Pour répondre à la dernière question, la COBAN aujourd'hui est en train d'élaborer un plan de déplacement simplifié. Donc on étudie de nouvelles modalités de transport dont le SCOT prendra en compte. On attend les résultats de cette étude à l'échéance d'1 an, 18 mois maintenant. Ensuite, vous me parliez de rocade, monsieur, je ne sais pas, vous avez vu une rocade, on parle Pardon ? On parle du plan de déplacement durable du Nord-Bassin qui est aujourd'hui statu quo, hein, donc on va essayer, nous, de le relancer. Il n'est pas question de faire un nouveau barreau... Pardon ? 2023, oui, on va le relancer. Il n'est pas question de faire un nouveau barreau routier. Nous, les élus du bassin, je crois qu'on peut faire de la COBAN, on peut avoir... je peux m'exprimer au nom de tous les élus. On était plutôt d'accord pour reprendre les pistes forestières existantes, hein, puisqu'elles existent déjà, et ça, évidemment, ça permettrait d'avoir des emprises routières beaucoup moins importantes. Donc là, on va refaire partir au niveau du département ce projet qui n'emporte pas évidemment l'unanimité, mais qui soulève d'énormes difficultés dans sa création. Et évidemment, vous savez bien que le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc voilà, on ne sait pas aussi comment le financer. Ensuite, vous me parliez de la politique des autoroutes et du transfert du transport routier. En fait, le problème des autoroutes, c'est que c'est une politique nationale et européenne. Hein. Nous n'avons pas de compétences. Le SCOT n'a pas de compétences là-dessus. La seule compétence que nous avons, c'est au niveau local. Donc, nous travaillons effectivement sur la création de modes de transport doux. Et le seul levier que nous ayons, c'est travailler effectivement sur le ferroviaire, c'est-à-dire en essayant de travailler avec la région pour des cadencements beaucoup plus importants, pour permettre aux personnes qui vont travailler notamment sur la métropole, pour éviter les mouvements pendulaires
en voiture et l'autosolisme, peut-être justement avec ces pôles multimodaux, de façon à emmener les gens en bus ou en voiture ou en vélo, hein, pour les encourager à prendre le train pour aller sur la métropole. Ça, c'est notre compétence. Maintenant, les autoroutes, c'est une politique nationale et européenne. Alors. 60% des émissions de gaz à effet de serre viennent des transports. Et alors? Merci. Ces émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites et divisées par 4, d'après ce qui est écrit. Pardon? C'est exactement la question que je pose, monsieur. C'est exactement la question que je pose. Effectivement, vous arrivez à la conclusion. Donc, 60%, ça doit être divisé par 4. Vous proposez de créer, et vous, dans le projet, d'étudier la création de nouvelles routes. Je vous demande, est-ce que la création de nouvelles routes permet de diminuer l'émission de gaz à effet de serre? Et je voudrais savoir de combien kilotonnes de CO2 pour chacune, l'élargissement de l'autoroute et la rocade du Nord-Bassin, vont être émises. Et ensuite, quel est le modèle que vous utilisez qui vous permet de dire qu'il y a une diminution et une convergence des émissions de gaz à effet de serre en 2050 à 1/4 des émissions que nous avons? En fait, monsieur, ce sont des objectifs vers lesquels on va tendre. On se sert des outils de l'ADEME, hein, des rapports de l'ADEME pour pouvoir apporter les réponses, en fait. Donc sur l'ADEME. Ensuite, c'est pas parce qu'on étudie les possibilités de faire de nouvelles routes qu'on va les faire. Donc on est en étude. Hein. Le problème, monsieur disait, est-ce que chacun va supprimer la voiture, et notamment est-ce qu'on va aussi supprimer les transports en avion au niveau national et international. Donc voilà, c'est de la démagogie, tout à fait. Donc effectivement, voilà. Donc je pense que la démagogie a des limites aussi dans la limite du possible et du faisable. C'est la loi et l'objectif vers lequel on tend, monsieur. Et on essaye, et croyez-moi, on y travaille sérieusement. Voilà. On va prendre une nouvelle question. Du coup, monsieur, vous avez le micro. Si vous voulez vous présenter, allez-y. Oui, bonjour, Cyril Perpina. Alors moi, j'ai juste une petite question de béotien. Vous voulez tendre vers le zéro artificialisation, et j'ai pas bien compris comment vous alliez concilier à la fois la création de 20 000 logements supplémentaires, ce qui est une logique indéniable, et le fait de tendre vers le zéro artificialisation. Alors, tout ça pour vous dire que ce n'est pas nous qui voulons tendre, c'est la loi climat et résilience qui nous l'impose, sans aucune différenciation territoriale. Donc, voilà, ça a été décidé au niveau de l'État, donc zéro artificialisation nette d'ici 2050. Mais vous soulevez tout à fait les contradictions auxquelles nous devons faire face. On nous demande de faire des logements sociaux, et on va les construire où? On les construit comment? Moi, je sais que moi, dans ma commune, et je pense que dans toutes les communes du littoral, on ne veut pas densifier. Moi, mes habitants, ils ne veulent pas construire du R+4, du R+5. D'accord? Je fais où les logements sociaux? J'accueille où? Comment les nouveaux arrivants? C'est tout. Alors, je ne dis pas que vous avez votre question, elle est tout à fait légitime, mais il y a des contradictions. Et les contradictions. Alors les mêmes qui réclament des logements sociaux ne veulent pas d'ouverture à l'urbanisation. Les mêmes qui réclament davantage de logements ne veulent pas qu'on monte en hauteur. Les mêmes qui demandent ces logements ne veulent pas qu'on crée des lots de chaleur, mais on va faire comment? Donc c'est toute la réflexion que nous menons, et croyez-moi que nous travaillons. Et donc, on nous impose des objectifs qui vont être très difficiles à atteindre. Merci. On va prendre dans l'ordre une question en haut. Oui, allez-y, monsieur. Oui, Pierre Clément, du collectif de Blagon pour le PLU. J'ai une question sur le transport. Oui.
Donc l'objectif 8. Donc, je voudrais souligner la contradiction entre le fait qu'on ne veut pas qu'il y ait une armature urbaine et puis que les villages ne seront pas équipés, le fait que les villages, du coup, pratiquent l'autosolisme jusqu'à 13 km pour trouver des commerces, pour trouver du médical et tous les services administratifs, qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc je voudrais savoir comment vous allez lutter contre les gaz à effet de serre si on n'a pas ces transports alternatifs ou des équipements qui sont mis en place dans les villages. J'avais une deuxième question. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la loi littorale. Je trouve que là-dessus, il y a de quoi dire sur les effets de la loi littorale, notamment parce qu'il y a une loi Elan depuis 2018 qui précise qu'on peut revenir sur certains aspects de cette loi, et notamment sur des critères de création de SDU. Les secteurs déjà urbanisés, d'accord ? Et j'aimerais savoir comment vous allez prendre en compte ce critère de SDU, comment vous allez homogénéiser sur les villages qui sont touchés par la loi littorale, notamment au Nord-Bassin. Alors, je ne répondrai pas à votre première question parce que la réponse était dans votre question concernant l'autosolisme et les moyens de transport. Concernant la loi Elan qui permet effectivement de densifier les secteurs déjà urbanisés. Donc la densification ne peut se faire qu'à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Je vous l'ai déjà expliqué d'ailleurs, Monsieur Clément, à plusieurs reprises. Et les critères, donc vous m'aviez demandé d'ailleurs à titre pour la commune de faire une révision de notre PLU avant le SCOT, avant l'élaboration du SCOT, et je vous ai répondu que c'était absolument impossible parce que c'est le SCOT qui doit déterminer les critères dans ces secteurs déjà urbanisés, dans la possibilité effectivement que donne la loi Elan aujourd'hui de densifier ces dents creuses entre les secteurs déjà urbanisés. Mais donc on va travailler, on va élaborer ces critères sur l'ensemble des 17 communes. Donc ce qu'il faut dire qu'il faut que nous trouvions des critères communs aux 17 communes. Et de toute façon, la densification ne pourra se faire que dans l'enveloppe déjà urbanisée. Je laisse... Voilà, donc Avant de passer à l'axe suivant, on va prendre la question qui est tout devant. Allez-y. Merci. Toujours Marie-France Caverne, je suis déjà intervenue tout à l'heure. Je rebondissais sur la question précédente, encore sur la densification. On a bien compris qu'effectivement, pour arriver à concilier l'augmentation du nombre d'habitants avec un empêchement d'étalement urbain, il allait falloir densifier. Est-ce que vous avez déjà un petit peu une idée du nombre d'étages qui sera acceptable pour ça, ou de l'espace entre chaque maison sur un lotissement? Est-ce que ça déjà, vous l'avez un petit peu une idée? Et je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure à propos de l'évaluation de l'impact sur la santé. Ça n'est pas une compétence, c'est un dispositif, c'est une aide, c'est un outil qui est mis à votre disposition dans toutes les collectivités, entre autres par les ARS. Donc c'est quelque chose qui peut être utilisé au contraire pour vous aider à travailler justement sur des sujets comme ça et à relier des projets d'urbanisme avec les impacts sur la santé. Quand on parle de santé, encore une fois, ce n'est pas uniquement les problèmes de maladie, c'est la santé mentale, c'est la santé sociale, c'est la santé environnementale, la qualité de l'air par exemple, la pollution, tout ça est pris en compte dans un même projet. Et cette évaluation peut aider justement à trouver les réponses, c'est-à-dire à dire on ne peut pas aller au-delà de 4 étages ou de 5 étages. Au-delà, ça ne sera pas possible, il y aura trop de problèmes parce qu'on ne pourra pas avoir suffisamment d'espace vert pour temporiser les tensions, etc. Donc voilà, ma question est de savoir si déjà vous avez une idée un petit peu du nombre d'étages. Alors, le travail que nous faisons actuellement, c'est que nous essayons de déterminer la densité de logements par hectare. Donc, on y travaille, on a fait au niveau des 17 communes, en fait, on va essayer de déterminer une densité moyenne par commune. Et après, ça, c'est le travail du PLU.
Nous, le SCOT, on ne va pas aller jusqu'au PLU. Chaque maire va déterminer dans son PLU la hauteur plutôt que les étages. Parce que là, il faut plutôt raisonner en termes de hauteur et non pas d'étage. Donc après, c'est chaque PLU qui va fixer. On sera tenu, nous, dans nos PLU, de respecter la densité moyenne qu'on aura déterminée au niveau notamment du D2O. Et puis ensuite, après, la déclinaison se fera dans le PLU. On n'ira pas jusqu'à... Après, c'est chaque commune qui déterminera, en fonction de la typologie de sa commune. On a des communes tellement différentes. Il y a des communes comme Arcachon ou comme Andernos qui sont vraiment des villes. Et puis nous avons des communes comme Samagne qui sont vraiment des communes encore rurales. Donc on ne peut pas aller jusque-là. Voilà. Ça sera donc des densifications, des nombres de logements à l'hectare moyen. Merci. Peut-être qu'on va passer à l'axe 3 et on se gardera bien 20 minutes de questions après l'axe 3. J'ai bien noté. Sur la quoi vous voulez poser une question? J'ai pas entendu. Sur l'axe 2. Ah, allez-y, posez une question. Mais c'est pour qu'on essaye de garder aussi une équité entre tous les axes, puisque tous les axes ont leur importance dans le PAS. Merci. Donc, je me représente Philippe Gobert, conseiller municipal à Gujan-Mestras. Madame la Présidente, j'ai été très surpris par votre réponse sur la santé publique. 80% de la santé ne relève pas du système de soins. L'investissement public est un acteur fondamental pour préserver la santé et faire de la prévention. La qualité de l'air tue nettement plus que la route. Les études d'impact en santé sont recommandées par l'ARS avant tout investissement structurant. Il est urgent d'investir dans la prévention. La période Covid que nous venons de vivre nous rappelle combien la santé est un facteur de développement indispensable. Quand la santé va plus, tout s'arrête. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vous ouvrir sur ces questions de santé et votre refus m'interpelle beaucoup. Je serai aussi, Madame la Présidente, très surpris par vos réponses sur les injonctions contradictoires. Vous êtes toujours à essayer de trouver des raisons de continuer à croître. Moi, je rappelle simplement que le territoire du SCOT est sur un parc marin. Aujourd'hui, il n'en peut plus de la croissance de la population. Je crains que le SCOT soit encore annulé à essayer de jongler. Je vais revenir sur deux questions sur des objectifs. L'objectif 1, l'objectif 6, avec l'artificialisation et le logement. Tout à l'heure, dans l'objectif 1, on a évoqué de manière très précise qu'il fallait arriver à zéro artificialisation en 2050. Et oui, madame, je sens que ça vous embête, mais tristement, c'est la loi climat et résilience, dont je note, madame, que dans la diapo numéro 3, vous ne l'aviez pas notée. Donc vous l'avez dit oralement, mais elle n'est pas notée dans la diapo numéro 3 que vous aviez présentée, et elle est importante. Donc, moi, ma question, et je crois que beaucoup de monde l'a posée dans cette salle, c'est comment, en voulant faire 20 000 logements à l'horizon 2040, on est capable d'arriver à zéro artificialisation nette en 2050. C'est vrai qu'après, il y a une deuxième question qui se pose, et que vous avez évoquée, c'est qu'en effet, il va falloir rattraper sur le logement social. On a une urgence à rattraper sur le logement social. Et est-ce que donc la priorité qu'il faudrait afficher dans le SCOT n'est pas de dire que l'artificialisation qu'on acceptera jusqu'à 2030, elle n'est pas réservée pour les logements sociaux? Voilà pour l'objectif 6. Pour l'objectif 8, vous avez eu des réponses qui, moi aussi, m'ont beaucoup interpellé. La première réponse que vous avez faite, elle est sur la mise à 2 fois 3 voies de l'autoroute entre Salles et Bordeaux, qui est tracée sur votre carte. Vous dites « je n'y peux rien, c'est l'État ». Vous avez la possibilité, madame, en tant que présidente, de décider qu'elle ne sera pas, que cette autoroute, vous avez la possibilité, madame, de dire que pour vous, cette autoroute ne sera pas passée à 2 fois 3 fois. Et notamment au regard de l'objectif que vous avez de réduction des gaz à effet de serre de 50%. La deuxième question qui montre que justement, il faut être précis dans les mots et qu'on a urgence d'avoir ce que sera réellement écrit dans le PAS.
Quand je regarde les diapositives que vous nous avez présentées, le prolongement de l'autoroute au-delà de la Teste ne figure pas. Or, monsieur le directeur a indiqué qu'a priori, cette autoroute serait prolongée au-delà de la Teste. Comment cela peut-il être compatible avec l'axe numéro 1, qui est de préserver et de réduire les gaz à effet de serre? Enfin, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le contournement d'Orbacem. Assez rapidement quand même pour qu'on soit synthétique et qu'on laisse la parole après à d'autres personnes. Je pose des questions très courtes. Le contournement d'Orbacem. S'il vous plaît, la salle, on va écouter cette dernière question et après. Le contournement d'Orbacem est-il bien clair, comme ça a été présenté dans la carte, qui ne sera dédié qu'au transport en commun? Merci. Merci. Oui, Allez-y, donnez votre question et après on passera vraiment à l'axe 3 après les réponses. Sinon, on n'arrivera pas à avoir de questions-réponses sur l'axe 3 et c'est dommage. Monique Nicolas, Audange Citoyenne. On a bien vu dans cette salle comment la question de la mobilité est essentielle et préoccupe beaucoup de monde, vous y compris. On a assisté à plusieurs réunions organisées par le conseil départemental, dites de concertation, sur la création, effectivement, d'un contournement Nord-Bassin. Là-dessus, se sont exprimées de nombreuses demandes de développement des transports en commun. Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas vos réponses. Vous nous dites, on s'en occupe, on travaille beaucoup. D'accord. On va vous proposer quelque chose. On va utiliser les pistes forestières. On a dit, pour une partie de la population, non à multiplier les voitures, sinon on n'atteindra jamais nos objectifs et on va multiplier la pollution. Pourquoi un tel refus d'étudier toute proposition alternative à un contournement autoroutier? Nous vous proposons d'étudier une alternative sur les transports en commun en site propre, qui ne soit pas sur la RD, coincée dans les embouteillages, qui desservent les centres de toutes les petites villes qu'il y a jusqu'au Nord-Bassin. Il y a une proposition de l'emprise de la voie ferrée à côté de la piste cyclable. Pourquoi un refus de faire une étude là-dessus, alors que, par exemple, le maire de Lacanau a pris ça et a fait faire une étude pour un Bordeaux-Lacanau, Bordeaux Métropole? Moi, je vous propose de constituer un atelier citoyen avec l'ensemble des associations ici présentes pour réfléchir sur la mobilité et étudier quelque chose d'alternatif à la question du tout routier pour tenir des objectifs effectivement qui soient réalistes par rapport à ça. Madame, si vous permettez, je ne voulais pas répondre, mais puisque là, ça met en cause la Coban, je voudrais vous dire que depuis les dernières élections, il y a une nouvelle mandature qui s'est mise en place. Il y a donc une nouvelle étude qui est en place, et ça sera effectivement la dernière et qui prend tout en cause. Madame Larue, tout à l'heure, vous a répondu qu'effectivement, toutes les solutions étaient sur la table. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas vous donner la réponse ce soir. Mais toutes les alternatives seront retenues. Car ce que vous avez dit en ce qui concerne les routes ne font pas l'unanimité au sein même des maires, qui sont les représentants des populations jusqu'aux prochaines élections. Et donc, vous aurez, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai prononcé le chiffre de 2023, il y aura de la part de la Coban en 2023, en ayant fait le tour de la concertation et de toutes les solutions possibles, et de celles qui ont été évoquées, même de transport en commun, seront examinées dans ce cadre de cet examen qui sera fait en concertation avec le conseil départemental. Mais c'est la Coban qui mènera cette opération et cette étude sous l'égide du vice-président qui s'appelle Xavier Danet. Et on peut ajouter aussi que dans le cadre de la concertation, on aura un atelier dédié à la mobilité, évidemment, auprès du grand public et auprès des professionnels. Je vous propose peut-être d'enchaîner sur la partie, sur l'axe 3, conforter, sur le développement économique notamment, et puis la question des filières locales, et on prendra à nouveau des questions à la suite. Oui, le dernier axe donc s'intitule Conforter et traite du développement économique. Donc l'économie productive du territoire, renforcer cette économie est un objectif important des élus, puisque aujourd'hui le territoire, vous le savez, est plutôt dans une économie qu'on intitule présentielle, c'est-à-dire des services, des commerces, du tourisme. Et donc il y a la nécessité d'avoir une économie qui soit plus productive et donc d'organiser l'accueil des entreprises.
Ça passe par l'armature économique qui soit plus cohérente, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de zones d'activité, mais qu'elles n'étaient peut-être pas assez lisibles pour des entreprises venant de l'extérieur qui souhaiteraient s'installer sur le territoire. C'est travailler toujours à l'optimisation foncière, puisque vous savez que le foncier va être de plus en plus rare pour l'habitat, mais également pour le développement économique. Donc il va falloir qu'on travaille à la mutualisation peut-être au sein des zones d'activité, mais également envisager des extensions sur plusieurs d'entre elles, permettant d'accueillir du développement économique au travers des différentes filières que les élus souhaitent soutenir, les filières historiques, mais également peut-être d'autres filières que nous pourrions développer. L'aménagement de ces futures zones d'activité, de ces futures extensions, devront répondre à un certain nombre de règles dans l'aménagement, qui soit un aménagement écrit de qualité, mais très précisément, c'est l'insertion paysagère, c'est la qualité environnementale, c'est la qualité énergétique, c'est l'accessibilité, c'est la gestion des eaux. Donc tous ces critères-là devront être inscrits dans le D2O pour pouvoir encadrer le développement de ces futures zones d'activité. Nous avons cité également d'autres points que nous devons traiter, comme la logistique de proximité, les besoins donc des entreprises de demain, j'en ai parlé. La production locale doit être aussi transformée, puisque nous avons beaucoup de productions en local, mais qui ne sont pas transformées, et la plus-value est souvent ici. Donc il faut aussi l'organiser. Et puis les énergies renouvelables trouvent leur place ici, puisque c'est du développement économique. Les objectifs suivants concernent donc les filières existantes et émergentes du territoire. Donc elles seront développées et précisées dans le document, mais ça fait le lien avec l'objectif 11 qui souhaite valoriser les ressources primaires. C'est évidemment l'économie de la mer, c'est l'économie forestière, mais c'est également les activités agricoles qui sont peu développées aujourd'hui, mais qui le seront demain, notamment en lien avec le projet alimentaire territorial qui est en cours sur les 3 intercommunalités et qui trouvera un écho dans le D2O pour développer des espaces agricoles et favoriser l'accueil de nouveaux producteurs. Et puis le dernier objectif concerne l'accessibilité numérique et le développement notamment de la fibre, qui est en cours sur l'ensemble du territoire, mais qui est un sujet que nous devons traiter dans le SCOT. Donc voilà rapidement la présentation de ces 4 objectifs de l'axe 3. Merci. Donc on va prolonger avec quelques questions en essayant d'être assez synthétique, parce qu'on prolonge ce temps, parce que la réunion aurait déjà dû être terminée à 20h30, donc on le prolonge, mais voilà, essayer d'avoir des questions assez synthétiques et assez directes pour permettre qu'on puisse en prendre le plus possible. Bonsoir, allez-y, monsieur. Benjamin Viry d'Arès. Juste, je reviens sur l'objectif précédent qui était sur l'axe 2, sur la mobilité, parce que je pense qu'il y a tout simplement un malentendu sur votre carte où vous présentez les différents projets de mobilité. Et si on peut vous pouvez l'afficher de nouveau. Si je comprends bien, l'axe bleu, l'arc de cercle qui est... que certains comme moi au départ avions interprété comme une nouvelle rocade. En fait, si on lit dans la légende, c'est vous indiquez améliorer la liaison nord-sud en proposant une offre de transport en commun adaptée. Donc si je comprends bien, il n'est pas question de rocade dans le projet du SCOT. Voilà, donc le problème est réglé. Merci. Merci. Question avant d'échanger là-dessus. Du coup, Madame en vert. Je n'avais pas fait le rapprochement avec la carte, effectivement. En fait, c'était un axe tracé de développement et non une rocade future, effectivement. Moi, je vous présente de nouveau Clarisse Solic, le bétail plage boisée à sauvegarder et SEBA, coordination environnementale du bassin d'Arcachon. J'ai entendu M. Anthony Drouet parler de zone d'activité. Alors, est-ce que ça aussi, c'est pas contradictoire avec en fait, une réduction des gaz à effet de serre? Voilà, c'est la seule question que je voulais poser. Merci. On va répondre sur celle-ci.
Ah. Les zones d'activité pour les entreprises, je suppose, c'est ça? Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On peut répondre tout d'abord. Sauf erreur de ma part. Effectivement, madame. Donc, alors, tout ce qui est zone d'activité commerciale, il n'y en aura pas de nouvelles. On est tous bien d'accord. Hein. On a les zones existantes, hein, donc il n'y en aura pas de nouvelles. Et en revanche, nous avons besoin de zones d'activité pour accueillir les nouvelles entreprises. Le problème, c'est que les jeunes, ils veulent vivre et travailler sur leur territoire. Donc, il faut créer du logement, il faut créer de quoi aussi les accueillir. Comment? Pourquoi pas? En ville? Merci, excusez-moi. Zone d'activité, on a l'impression que c'est à l'extérieur de la ville, qu'on va comme les zones artisanales. Est-ce que c'est un mot technique pour dire que c'est l'endroit où il y a une activité et que ça peut être diffus dans la ville? Non. Ou est-ce que vraiment c'est localisé dans un coin en dehors de la ville? Voilà, en gros, c'était ça. De toute façon, vous savez bien que l'extension d'urbanisation est interdite, donc ça ne sera pas vraiment à l'extérieur, ça sera, si on en crée des nouvelles, ça sera donc dans la continuité de l'existant. Et enfin, la question, je ne sais pas quoi vous répondre de plus, donc ça sera forcément dans la continuité de l'existant, mais de toute façon, aujourd'hui, nous travaillons sur les zones d'activité qui sont déjà existantes. Voilà, et on essaie d'accueillir, et on a de nombreuses demandes. Si vous saviez le nombre de demandes que nous avons pour des artisans qui veulent quitter leur, la plupart sont installés chez eux à domicile, donc ils veulent développer leur activité. On a énormément de demandes. Donc aujourd'hui, on ne répond pas à cette demande. Donc c'est une réelle nécessité pour nous de développer, pour répondre à la juste demande. Il n'est pas question, évidemment, de développer, comme ça a pu être fait durant certaines années antérieures, aussi bien des grandes zones d'activité commerciale, ça s'est terminé, et des grandes zones d'activité également, mais il faut quand même qu'on puisse répondre à la demande du territoire. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il y en a, on va prendre les deux questions qui sont là. Allez-y. Merci. Moi, je reviens un petit peu sur l'objectif numéro 2. On a quand même assisté à une concertation sans débat, quoi. Où on n'avait pas de réponse, quoi. Et donc, moi, je pose une question, c'est comment sera restituée cette séance? Par exemple, la séance d'Arcachon, je ne l'ai pas vue aujourd'hui encore en ligne sur le site du Cyberval. Est-ce qu'elle y sera bien? Le CR sera mis en ligne une fois que les 3 réunions publiques seront faites, et il sera mis en ligne en intégralité avec l'ensemble des échanges. D'accord. Moi, je note que vous n'avez pas répondu, par exemple, à mes questions sur l'objectif 2. Et ça me paraît... Enfin, voilà, quoi. C'est la nature même d'une réunion où il n'y a pas de débat. Alors, j'aurais une question sur l'objectif 9. Pour moi, aujourd'hui, et ça rejoindrait un petit peu la question que vous posez, Clarisse, c'est... On ne voit pas apparaître dans votre objectif 9 la volonté de développer les circuits courts. L'inscrivez-vous dans le PASS comme un axe fort? Quelle stratégie de développement économique allez-vous mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Et enfin, dans l'axe 1, vous avez indiqué que vous allez atténuer le changement climatique grâce à la transformation de l'économie. Comment cela se traduit-il dans l'axe 3? Merci de vos réponses. Merci. On va prendre juste la dernière question avant de répondre, qui est au milieu de la salle, juste à côté. Sébastien, oui, allez-y. Oui, rebonjour encore Cyril Perpina. Je voulais juste préciser, parce que je pense que j'ai compris ce que la dame voulait dire. Approchez bien votre micro. Oui, pardon, excusez-moi. Je pense que ce que voulait dire tout à l'heure la dame, c'est qu'elle se posait la question de savoir si le commerce allait être favorisé dans des zones artisanales, donc un petit peu regroupées, ou s'il était plutôt, si le SCOT allait pouvoir mettre en place des outils qui permettaient plutôt de l'avoir de façon diffuse dans le tissu urbain, comme on a des petits commerces en bas des immeubles, par exemple, ce genre de choses. Je pense que c'est un peu ça l'objectif de sa question. Histoire que les gens n'aient pas besoin de se déplacer pour aller à une zone d'activité et qu'ils trouvent en bas chez eux les petits commerces. Oui, moi j'ai répondu à madame parce que j'ai pensé et je pense peut-être pas avoir travesti votre demande pour les zones d'activité artisanales, de façon à permettre à nos artisans de se développer. Effectivement, un des objectifs, puisque je vous ai dit que nous avions des zones commerciales aujourd'hui, mais il n'y en aurait plus de nouvelles, c'est de développer, de favoriser le commerce de proximité, effectivement. De façon aussi à réduire les déplacements
et les effets, à réduire évidemment les gaz à effet de serre. Effectivement, c'est aussi une partie de la réponse que je ferai, monsieur. Effectivement, il faut développer les commerces locaux et revenir justement vers des petits commerces de proximité. Et ensuite, monsieur, vous parliez, c'est l'objectif 11 qu'on a développé, valoriser les ressources primaires qui façonnent les paysages et renforcent l'identité des territoires. Oui, nous avons une volonté effectivement de soutenir les filières du territoire, les filières de la mer, donc ostriqueurs, la pêche, les filières forestières également. Et on essaie de développer toutes les richesses du territoire. Oui, on va promouvoir l'économie circulaire aussi. Donc oui, c'est clairement affiché dans l'objectif numéro 11. Merci. Je vous propose peut-être pour terminer cette réunion de présenter les éléments de... Ah, il y avait quelqu'un d'autre? Allez-y, bon, alors cette fois c'est la vraie dernière question. Oui. Allez-y, présentez-vous. Guy Etchessar du Cobartec, toujours. Monsieur Lafont vient nous dire qu'il y avait une étude qui était en cours sur tous les transports sur le Nord-Bassin, une fois de plus. D'abord, j'aimerais bien connaître le coût de cette étude, mais les autres citoyens aussi, sûrement. Et puis, il faut savoir que la seule association des usagers des transports, c'est le Cobartec, qu'on n'a pas été consulté pour cette étude, et on craint qu'une fois de plus, cette étude soit faite en catimini, que les conclusions tombent sans que les citoyens aient donné leur avis. Voilà. D'accord. On va répondre peut-être en deux temps sur ce point. Oui, monsieur, dommage parce que le vice-président Xavier Danet est parti, mais on ne pourra pas, je vous le dis de suite, finir cette étude sans avoir reçu la Cobartec. Donc moi je l'ai déjà fait au titre de président, mais je sais qu'il le fera, je sais qu'il l'a déjà fait, mais on peut le renouveler. Quant au prix, il pourra être communiqué, puisque c'est public et c'est dans les budgets de la Coban, je ne l'ai pas avec moi, mais on pourra vous le donner. Monsieur, je ne peux pas parler en son nom. Je pense que vous pourrez échanger là-dessus, du coup, en aparté, puisqu'on est moins sur le sujet du SCOT. Vous en jugez par vous-même. Je vous propose de parler du coup de l'information et de la concertation qui va être donnée tout au long des mois qui viennent pour bien préciser les choses. On vous l'avait promis au début, donc on le fait maintenant. Donc là, on est dans un temps de réunion d'information et donc d'échange avec vous donc jusqu'en février, puisque c'était la dernière des 3 réunions publiques sur le territoire. Il y a une réunion des partenaires institutionnels et un débat en conseil syndical qui ont lieu en mars 2022. Et donc à partir de début mars 2022, il y aura un appel à candidature pour un panel citoyen et on donnera donc toutes les modalités à ce moment-là d'explication sur la partie du tirage au sort de l'appel à candidature et aussi du fonctionnement ensuite de ce panel citoyen pour réussir à apporter des éléments suffisamment techniques. En parallèle de ça, on a des temps de travail dès le mois de mars avec l'ensemble des partenaires institutionnels, donc pour essayer d'amener en tout cas les orientations sur les différentes thématiques du D2O. S'en suivra aussi des ateliers avec le grand public, là encore thématiques, donc sur l'ensemble des thématiques qui sont couvertes par le SCOT et qui auront lieu donc eux plutôt en avril, et on a indiqué les dates ici, donc les 7, 8, 14 et 15 avril. Donc il y aura bien sûr une communication de fait pour donner ces éléments-là, mais ces dates-là en tout cas sont déjà fixées et donnent quand même des perspectives pour répondre à certaines questions qui ont été posées dans la salle, dans les autres réunions publiques et aussi en ligne sur le Facebook. Et donc, évidemment, une saisine du Conseil de développement aussi. Et puis, la question du panel citoyen, donc, que j'ai déjà évoqué, qui sera précisée de façon assez large, avec au moins, probablement, 8 ans de travail avec ce panel citoyen, donc une concertation relativement ambitieuse. Je vous remercie pour cette soirée, pour l'ensemble des échanges dont le compte-rendu sera mis prochainement en ligne, ainsi que des 2 autres réunions publiques. Voilà, merci. Donc merci à tous. On a été un public nombreux, donc merci. Je vous invite à vous inscrire aux ateliers. Venez travailler avec nous dans les ateliers. Je crois que c'est ça qui pourra faire évoluer le document et puis voilà, atteindre les objectifs attendus par tout le monde. Merci beaucoup.